merci d'être là. Merci de soutenir les travaux de notre petite association, Dataring, reconnue d'intérêt général. Alors, reconnue d'intérêt général, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas pompeux, non. C'est juste que nous nous battons, nous militons pour un numérique responsable. Et nous encourageons aujourd'hui la recherche avec la remise du prix de la donnée 2022, qui va récompenser la meilleure thèse qui nous a été soumise cette année. Pourquoi soutenir une thèse en droit? Ça peut paraître un peu surprenant, parce que nous sommes des praticiens de la donnée, parce que ces jeunes travaillent et ont un parcours académique d'excellence, une rigueur du raisonnement, et puis peut-être parce que surtout, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, la recherche en droit est insuffisamment reconnue, insuffisamment soutenue, insuffisamment valorisée, et qu'il y a des jeunes talents sur ce territoire, y compris national, qui ne sont pas mis en valeur et qui n'ont plus les moyens de rentrer dans ce parcours d'excellence. Alors les praticiens, les universitaires, les avocats, les DPO, Data Protection Officer, délégués à la protection des données, les directions juridiques, ont soutenu ce projet fou il y a 2 ans et nous ont dit oui, nous allons soutenir ce prix de la donnée, nous allons y participer et nous allons encourager ces jeunes à venir candidater. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés ceux qui nous ont soutenus, acteurs publics, et qui vont vous expliquer les raisons pour lesquelles ils nous ont soutenus. J'ai également le plaisir d'avoir dans la salle des acteurs privés qui nous ont soutenus, mes associés, mes collaborateurs, mes jeunes stagiaires, et puis des universitaires de talent. Et puis je voudrais surtout remercier le jury, en la personne de Marie-Pierre, Nicolas Courtier, Bruxelles, Gérard Haas, Alain Bensoussan, qui ont accepté de faire partie de ce jury et durant tout leur été de sélectionner, et la tâche ne fut pas facile. Alors aujourd'hui, le prix de la donnée Dataring 2022 va être remis à, roulement de tambour, Marc, c'est toi qui prends le... Et puis je voudrais que tu expliques un peu la genèse du prix Dataring. Alors, je vais commencer comme ça. Les petits secrets, moi je n'ose pas les dire, mais toi tu aimes bien les raconter. Oui. Non, mais alors, je vais juste prendre la parole en quelques mots parce que France est trop modeste pour raconter ce qu'est Dataring, l'association dont elle est la présidente. À la région, on a souvent des gens qui viennent nous solliciter pour tout un tas de projets. Mais il y a des projets qui nous tiennent plus à cœur, et dans les projets qui nous tiennent plus à cœur, il y a eu Dataring. Et si on a fait le choix d'aider Dataring, c'est parce qu'il y a 2 types de demandeurs de projets. Il y a ceux qui promettent que dans l'avenir, ils feront quelque chose, ils s'engagent à s'engager, et il y a ceux qui s'engagent, qui, même avant qu'on leur ait donné une subvention, même avant qu'on leur ait dit OK, bingo, on y va sur votre projet, se sont déjà mis à faire, ont déjà commencé à construire des choses. Et c'est le cas avec Dataring, puisque Dataring, c'est une association qui existe de mémoire depuis 2017, qui a fait des colloques au Sénat, des colloques à l'Assemblée nationale, qui a œuvré pour démocratiser le numérique, a fait un podcast, un podcast mensuel. C'est pour ça que je disais au singulier, il n'y en a qu'un par mois. Mais effectivement, il y a plusieurs podcasts, vous le retrouvez sur toutes les applications de podcast. Et c'est une association qui ne cherche pas à aller forcément dans l'air du temps, qui ne cherche pas forcément à dire des banalités ou à répéter des choses que tout le monde sait. C'est des temps de réflexion, c'est des podcasts qui sont très longs, où on a vraiment le temps d'argumenter, de contre-argumenter, de faire la synthèse des idées et de progresser dans notre compréhension du numérique et de la culture numérique. Et pour ça, la région Occitanie est très fière d'être partenaire de Dataring et est très fière du travail que France Charruet fait au quotidien dans cette acculturation numérique et dans ce développement de ce que sera le numérique de demain. Et c'est d'autant plus vrai que, et je me permets une petite parenthèse entre confrères, qu'il est parfois trop rare d'avoir de vrais juristes qui comprennent réellement les enjeux en matière de données et que parfois on a des gens qui, parce qu'ils ont vaguement lu un résumé du RGPD ou se sont arrêtés à l'article 1 du RGPD, pensent comprendre ce qu'est la question de la philosophie des données. Et je pense que Bertrand y reviendra, mais l'éthique des données, elle se base sur le droit et avoir des juristes d'excellence, et c'est le cas chez Dataring, c'est le cas au cabinet Altige, ça permet d'éclairer d'une nouvelle façon ces très anciens problèmes.
Parce qu'on l'a vu, c'est que le droit est une arme politique. L'extraterritorialité de certains droits pose question. Et aujourd'hui, on se bat pour essayer de retrouver de la compétitivité des territoires et d'offrir des perspectives à nos jeunes talents. Donc c'est ça, encourager la recherche. Ce n'est pas être déconnecté du réel, c'est au contraire y rentrer. Parce que c'est un parcours difficile, mais il y a cette rigueur du raisonnement scientifique auquel nous, praticiens de la donnée, sommes très attachés. Alors on va peut-être parler de celle à qui on remet le prix, et pour moi c'est important. Celle à qui on remet le prix, c'est une jeune fille qui s'appelle Noémie Véron et qui a choisi un des sujets les plus difficiles qui soient. La protection des données personnelles, la protection des données et le renseignement. Rien que ces deux noms, ça pose question. Le capitalisme de surveillance dans lequel nous sommes entrés, avec des plateformes et des États-plateformes qui préemptent nos modèles d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les lois de surveillance, comment on les applique ? Qu'est-ce que ça veut dire une portée d'un droit extraterritorial ? Alstom en a fait les frais. Eh bien, vous avez des clés de lecture sur lesquelles travaillent ces jeunes pendant presque 3 ou 4 ans et que nous avons l'honneur aujourd'hui de célébrer. Alors, je vais demander à Bertrand Monthubert de parler de cette jeune fille qui ne pourra pas être présente, qui s'est vue également remettre le prix Joannet compte tenu de l'excellence de ses travaux. Et puis Bertrand, qui travaille au sein d'Equitia et au sein de, on va dire, d'autres institutions, qui travaillent énormément sur le droit des données, qui a une expertise qui est reconnue, va vous parler de cette jeune fille parce que j'ai trouvé que lui avait vocation à le faire. Merci, merci France. Merci, je suis honoré. Et l'exercice est particulièrement difficile. Je sais. Je pense que je ne serai pas à la hauteur. Je le dis d'avance, comme ça vous ne serez pas déçus. Je ne peux pas être à la hauteur parce que la lauréate a fait un travail absolument remarquable. Je vais essayer de vous en donner quelques éléments pour que vous le compreniez, mais je pense que ça va être tellement moins bien que si elle avait pu être là, évidemment, que par avance, je vous prie de m'en excuser. Mais cette lauréate vous présente ses excuses de ne pas pouvoir être là. Elle a été nommée maître de conférence à Lille et elle est occupée par sa prise de poste. Et on sait à quel point la prise de poste d'un jeune universitaire est quelque chose de prenant. Et quand on est le 29 septembre, je crois, eh bien on est en plein dans la mise en place de ces enseignements. Peut-être juste avant de traduire ces mots, j'aimerais dire à quel point je suis heureux d'être ici et pourquoi Equitia. Et je suis en partenaire de Dataring autour de ces questions. Alors c'est pas moi qui fais du droit, on a des juristes ici, j'ai Pauline sous les yeux et plusieurs autres collègues d'Equitia. Effectivement, je pense qu'il est crucial de développer la recherche sur le droit et sur le droit dans le numérique. Ce qui est très frappant, c'est que si on parle numérique d'emblée, les gens imaginent technique, imaginent éventuellement mathématiques. Le mathématicien que je suis n'est pas choqué. Mais ils imaginent pas suffisamment souvent l'apport des sciences humaines et sociales. Et moi, en tant que mathématicien, je pense être bien placé pour pouvoir dire que sans les sciences humaines et sociales, ces questions dont on parle n'ont pas beaucoup de sens, parce qu'en réalité, on ne parle pas simplement d'éléments virtuels abstraits, on parle de leur utilisation dans un contexte qui est celui de notre société, et donc par des êtres humains. Et d'ailleurs, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut que ça reste totalement contrôlé par des êtres humains. Et à partir de là, effectivement, les grandes questions qui se posent nous amènent à travailler avec des juristes, et c'est trop souvent caché. Donc, pour ça que je pense que ce prix est important, effectivement, parce qu'il met sur le devant de la scène des travaux remarquables qui sont conduits dans ce domaine que j'apprécie particulièrement, qui est celui du droit. Alors donc, je dois me faire le porte-parole de la lauréate qui vous indique d'abord, premièrement, à quel point elle est honorée et touchée d'être lauréate du prix de l'année 2022 décerné par l'association Dataring, donc qui traduit toute sa gratitude pour avoir distingué sa thèse de doctorat intitulée donc « Protection des données personnelles et renseignements, contribution à l'identification d'un régime juridique autonome ». Alors on le sait, en droit, tous les mots comptent. C'est pas tant le mot « contribution » sur lequel je veux insister, mais c'est plutôt sur le mot régime juridique autonome. Et c'est bien là que se joue le sujet de sa thèse, puisque dans sa thèse, elle a essayé de voir à quel point, justement, l'utilisation de la donnée personnelle, qui, on le sait, est régulée, en particulier régulée par le RGPD, et Marc disait tout à l'heure, dont un certain nombre de personnes ne connaissent que l'article 1, mais qui a toute une complexité beaucoup plus forte, et qui permet d'ailleurs un certain nombre d'exceptions, et bien à quel point justement les exceptions sont mobilisées éventuellement par les services de renseignement, qui sont, eux, liés évidemment à des impératifs de politique publique qui ont leur propre logique,
et qui peuvent nécessiter d'accéder à des données personnelles. Dans quel cadre, effectivement, c'est fait et à quel point c'est autonome. Et c'est là que la thèse a essayé de concourir pour se frotter, elle le dit, à des domaines aussi méconnus que source de fantasmes, hein, celui du renseignement, marqué par le secret et le droit à la protection des données personnelles, gouverné par la transparence. Et évidemment, à première vue, ces droits s'opposent. Mais l'analyse approfondie qu'elle a fait du cadre normatif de l'utilisation des données personnelles par les services de renseignement a montré qu'il y avait des points d'influence et de convergence qui étaient mutuels. Et donc, elle a essayé de montrer en quoi les services de renseignement n'ignorent pas les principes de la protection des données personnelles, mais les adaptent, les relisent à l'aune des impératifs et contraintes de la sécurité nationale pour finalement faire naître donc un droit autonome. Ces travaux ont révélé que l'autonomie s'appréciait à 3 égards. Dans un premier temps, l'utilisation des données personnelles par les services de renseignement qui fait l'objet d'un encadrement juridique assoupli qui leur permet d'agir sans être contraints. Et donc la protection des données personnelles peine à s'imposer en la matière. Mais dans un deuxième temps, les contrôles qui pèsent sur ces services de renseignement sont spécialisés. Ce n'est pas non plus des acteurs totalement autonomes. Il y a heureusement un contrôle qui est mis en place, qui répond aux catégories classiques de supervision de l'État et qui s'exerce néanmoins dans des conditions qui sont dérogataires du droit commun. Et en particulier, ils sont marqués par le sceau du secret. Et donc, dans un troisième et dernier temps, elle examine la protection constitutionnelle et conventionnelle du droit à la protection des données personnelles qui, en fait, a été aménagée. L'étude des décisions lui a permis de mettre en lumière une forme de pragmatisme juridictionnel dans le sens où ces juridictions acceptent qu'au nom de la sécurité nationale, les droits et libertés des personnes, et plus spécifiquement les garanties qui entourent les restrictions de ces droits, soient réduites au minimum acceptable. J'essaie de reprendre les mots importants parce qu'il ne faut surtout pas les trahir. Non, c'est très important. Autant de clés de lecture pour les avocats en charge de contentieux que pour les juges amenés à les trancher. Exactement. Et donc une thèse dont j'ai le sentiment qu'elle va apporter énormément d'éclairage. Et qui va être publiée à la LCDJ. Voilà. Et ça, c'est rare pour les thèses de voir des travaux publiés. Ça arrive quand les travaux sont reconnus pour leur rigueur scientifique et leur rapport concret. Parce que la recherche en droit, ce n'est pas encore une fois uniquement un parcours d'excellence académique réservé à quelques happy few. C'est destiné à être intégré dans notre droit et à être intégré par les praticiens. C'est un outil de réflexion et un outil d'action. Alors le prix spécial, le deuxième prix, nous avons un deuxième prix. Comme il a été très difficile de départager les lauréats, nous avons fait le choix, avec notamment les membres du jury, de sélectionner 2 autres thèses par la qualité du sujet abordé et puis parce que cela met en cause ce que Bertrand a tracé tout à l'heure, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde en complet bouleversement. Le monde numérique est en train de bouleverser notre façon de penser, notre façon de vivre, tous nos modes de vie. Et il n'y a pas de numérique sans responsabilité. C'était la table ronde d'hier, mais pas que. Tous les travaux à la mêlée numérique, et je tiens à remercier Édouard pour la qualité des ateliers et puis le fait de nous avoir laissé aujourd'hui pouvoir occuper un peu d'espace, eh bien, ça permet pour tous ces jeunes de participer à la construction de notre vie démocratique et du pacte social. Et le prix spécial a été décerné à Yann Paquier pour la qualité du sujet. Et là, je demande à Victor Denouvion, qui est vice-président du département, qui va animer les jours, enfin, qui pousse les journées du haut débit, donc qui est vraiment intégré dans le numérique également, tout comme Marc Stulzmann et Bertrand Montubert. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette thèse? Et tu as le petit mot, le petit résumé du jeune qui ne peut pas être là non plus, parce qu'il y a les impératifs également de la vie matérielle. Donc, qu'est-ce qui t'a plu? Le sujet, ton propos, qu'est-ce que tu en retiens? Bien, d'abord, merci beaucoup de nous avoir associés au titre de conseil départemental et également de Haute-Garonne Numérique. Alors, Haute-Garonne Numérique, c'est la structure qui déploie la fibre sur la Haute-Garonne. Vous me direz quel est le lien avec Dataring? Le lien, il est important parce qu'au-delà de développer les infrastructures et de permettre de lutter contre la fracture numérique sur le territoire, la question du numérique derrière, qu'est-ce qu'on en fait finalement, elle se pose. Je ne vais pas vous le cacher, pour les collectivités, ces questions de la donnée, elles restent encore assez peu abordées. Vous allez dans une commune,
même des communes qui sont en avance sur ces questions-là, qui mettent en place des concertations, que le Sicoval notamment met en place une concertation où ils tracent certains habitants qui se portent citoyens depuis leur téléphone et qui nous interpellent sur ces questions de la donnée et auxquelles on est honnête, on n'a pas forcément toutes les réponses. Et c'est pour ça que s'associer, faire des partenariats avec des acteurs privés, des experts sur ces questions-là, sur la donnée, pour nous c'est important. Il y a un guide qui est en cours d'élaboration et sur lequel je ne dis rien. Garde nos petits secrets. On a un œil tout particulier sur ce guide parce que voilà, il a vocation aussi à s'adresser aux plus jeunes et c'est aussi une volonté du département. C'est un guide qui va être élaboré au sein du cabinet avec nos adhérents, nos partenaires, avec ceux qui nous font confiance pour avancer, à destination des familles. Donc nous allons essayer de démocratiser le numérique et les dangers du numérique afin que nos enfants passent du stade de digital naïf, mais surtout ne sombrent pas dans les digitaux crétins. Donc c'est un peu le vœu. Et on va rejoindre justement la thèse de Yann Paquier. Vous verrez qu'il y a des applications concrètes. Et donc lui, il a fait sa thèse sur... Il a fait la thèse, je vais dire le titre, le principe de transparence et de traitement algorithme de l'étude juridique d'un enjeu démocratique. Dans quelle société allons-nous évoluer? Cette société de transparence où les hommes seront nus, où les enfants seront auront perdu beaucoup de capacité de réflexion. Donc vous avez un jeune homme qui, pendant 3 ans, a travaillé là-dessus pour essayer de nous donner des clés pour qu'on en sorte, pour que le numérique ne soit qu'un outil. La garantie, la fameuse garantie humaine qui a été abordée tout à l'heure par Bertrand. Les algorithmes, c'est très bien, beaucoup de mathématiques, mais également, restons humains ensemble, le numérique doit rester la maison des hommes. Et il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, âprement, et qui essaient de nous proposer des solutions. Exactement, et d'ailleurs, conscient de l'équilibre à trouver entre le développement économique, le progrès technologique et le respect des droits et libertés de chacun, en tant qu'usager, administré et citoyen, cette thèse de Yann Paquier suggère la mise en place d'un écosystème juridique qui permettrait de garantir cet équilibre des pouvoirs pour que les usages et il interpelle le politique, surtout à la fin. C'est pour ça que c'est toi qui le remets, c'est qu'il interpelle le politique. Parce qu'il va falloir que l'on parle de courage politique pour le traitement de ces enjeux du numérique responsable. On ne va pas laisser les responsables de traitement, les acteurs publics et privés, faire le travail à leur place. Il va falloir qu'on trouve des solutions et tous ensemble. Alors, enfin, j'ai gardé Bertrand pour la fin, parce que Bertrand va se présenter, qui travaille depuis de nombreuses années sur le numérique. Bertrand, que tout le monde connaît ici, qui soutient la mêlée depuis de nombreuses années. Et j'ai souhaité que tu remettes la thèse de Céline Mangin, qui travaille sur l'expression du consentement contractuel. Nous sommes tous dans une période où on nous tend les friandises des États plateformes et des friandises numériques, et notre capacité de nous en passer interpelle. Est-ce que nous sommes dans une société non pas de vassalisation, mais de servilité volontaire, peut-être, et cette jeune femme a travaillé pendant 3 ans sur cette épineuse question. Merci France. En tout cas, je suis ravi d'être ici parmi vous dans cette semaine de la numérique, et particulièrement avec DataRing, une association que tu as portée depuis le début, France, avec un certain nombre de personnes, et qui aujourd'hui fait la preuve de son utilité, non seulement de son utilité, mais en plus de son efficience. Le numérique, bien évidemment, est un sujet qui nous préoccupe depuis de nombreuses années à Toulouse Métropole. Et je salue Sandrine Maton, qui était là, bien avant moi d'ailleurs, à Toulouse Métropole pour surtout ces sujets, puisque je rappelle que l'open data, ça a été quand même une des premières pierres de l'édifice. Bertrand, tu étais aussi à l'époque quelque part dans l'écosystème numérique, et entre un mathématicien et des juristes, je suis bien placé. Donc ça a commencé il y a presque 20 ans, une dizaine d'années, pas tout à fait 20 ans. Et puis il y a eu le politique. Le politique, il est là aussi pour faire la loi, donc la loi sur la République numérique, auquel nous avons travaillé, puisque à l'époque j'avais des responsabilités nationales à Open Data France, et on a travaillé avec, tu as travaillé aussi, je crois, Bertrand, sur cette loi sur la République numérique et le RGPD. Donc c'est un peu la genèse de tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se préoccupe encore plus de ces sujets, et des sujets, tu viens de le dire, France, de souveraineté notamment.
le sujet de la souveraineté, qui est un sujet éminemment très important, et aussi le sujet de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, ces acceptations ou non, libre-échange, cette confiance, elle doit être à un moment ou un autre aussi, peut-être au croisement de ce qu'on peut appeler une entrave à la liberté et à la souveraineté de nos citoyens. Et je pense que les collectivités, aujourd'hui, elles ont ce devoir, ce droit et ce devoir, parce que la République est faite de droits et de devoirs, pour effectivement essayer de réguler quelque part le système. Alors on a des leviers qui ne sont pas très puissants, mais parfois on arrive à des choses très intéressantes. Et notamment, c'est grâce à tout le travail que vous faites, vous, les associations, et notamment Dataring, qui nous permet, et ces chercheurs brillants, ces thèses qui sont proposées et ouvertes au plus grand nombre. Et qu'il faudra lire. Et qu'il faudra lire, pas que les résumés comme nous, mais qui permettra d'alimenter la réflexion et de pousser, j'espère, aussi les réflexions au niveau des législateurs et au niveau de ceux qui font la loi. Alors, Toulouse Métropole, bien sûr, a bien compris ces enjeux depuis longtemps. Nous avons notre grand projet de campus numérique, où il faudra tous vous associer, bien évidemment. C'est 65 millions d'euros, c'est 50 000 m² sur le campus du Grand Matavio. C'est un signe fort politique qu'a souhaité le président Jean-Luc Moudenc, pour effectivement fédérer, mais à la fois aussi impulser une politique publique et privée de la donnée, de la data, donc, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, cher Bertrand, puisque je sais que tu es très impliqué dans tous ces dossiers. Voilà, donc à un moment ou à un autre, dans ce grand campus numérique, on aura besoin de votre expertise, de vos talents, parce que nous, on n'arrivera pas tout seul à faire de ce lieu, pas qu'un lieu, aussi un endroit européen qui sera l'excellence de ces sujets du numérique, et avec des acteurs publics, privés, je l'ai dit, et aussi, bien sûr, la force publique. Voilà, donc je suis ravi effectivement, de remettre ce prix aujourd'hui à Chère France. Et puis, Toulouse Métropole, bien sûr, continuera à soutenir vivement Dataring pour tout ce que tu apportes avec tous ces jeunes et tous ces collaborateurs autour de nous. Merci. Nous ferons surtout en sorte de devenir des vrais citoyens de la donnée, parce que pousser nos jeunes, c'est une chose, leur offrir des vraies perspectives sur notre territoire, c'en est une autre. Donc la compétitivité des territoires est à ce prix. Donc je vous invite à regarder, et nous mettrons en lien les travaux de ces 3 jeunes chercheurs. Le dernier sur le consentement, à quoi consentons-nous réellement. Le second sur la transparence, ça renvoie à ces notions de loyauté. Et puis enfin, le premier sur le renseignement, c'est-à-dire là-haut, qu'est-ce qui se passe là-haut, entre l'opacité, le secret, la transparence pour tous, ou juste pour les plus misérables d'entre nous. Donc, rétablir l'équilibre, c'est ça le sens du droit. Le sens du droit, c'est de dire où est-ce qu'on va placer le curseur entre liberté, usage et protection. C'est ça le sens du droit. Et puis, c'est aussi une arme politique. Et Dataring, ce n'est pas simplement des prix, ce ne sont pas simplement des discours, ce sont aussi des actions. Nous remettons cette année une bourse d'études. Nous faisons des podcasts de sensibilisation auxquels nous convions des partenaires publics, auxquels nous convions également des opérateurs privés pour qu'ils nous donnent leur point de vue, librement, sans aucune entrave. Et puis, ce sont aussi des actions, parce que nous savons faire des actions au sein de l'Assemblée nationale via des colloques, des sensibilisations pour interpeller les opérateurs publics, mais nous savons faire aussi des actions qui dérangent aussi parfois. Lorsque l'on va dépasser le cadre de la sensibilisation douce, où on leur demande de nous expliquer, parce qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs, et on demande parfois aux magistrats de trancher. Donc Dataring, eh bien, c'est une petite graine, mais une petite graine que je souhaiterais mettre dans le cœur et dans les cerveaux tout à chacun, parce que c'est une question de dignité. Le vivre ensemble, c'est cela aussi.